Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la deuxième partie de la leçon sur la politique budgétaire, où nous allons découvrir les actions menées par l'État pour remédier à certains déséquilibres économiques, ainsi que les limites éventuelles de ces actions. Après avoir présenté dans la première partie de la leçon le budget de l'État et sa composition, ainsi que les différentes caractéristiques des finances publiques au Maroc, nous allons expliquer dans cette deuxième et dernière partie les différents objectifs de la politique budgétaire, où nous allons spécifiquement nous intéresser à la politique budgétaire de relance et à la politique budgétaire restrictive. Par la suite, nous allons passer aux moyens d'action menés par l'État pour réaliser ces objectifs, pour enfin s'intéresser aux limites de chacune de ces politiques. Comme on l'a déjà expliqué dans la première partie, la politique budgétaire est une politique économique conjoncturelle qui vise à remédier aux différents déséquilibres macroéconomiques via le budget de l'État. Lorsqu'on parle de budget, on parle d'un ensemble de recettes et de diverses dépenses. Recettes et dépenses de l'État constituent ainsi les moyens d'intervention de ce dernier pour agir sur l'économie à court terme, voire même à long terme. Lorsqu'on parle de politique budgétaire, on parle principalement de deux formes de cette dernière, la politique de relance et la politique de rigueur. La politique de relance, qu'on appelle également politique expansionniste, est normalement adoptée en cas de conjoncture économique défavorable. Son objectif est ainsi de donner un coup de pouce à l'activité économique, booster la demande de travail et contribuer à la distribution davantage de revenus, en faisant jouer l'effet multiplicateur. En ce qui concerne la politique de rigueur, qu'on appelle également politique restrictive ou encore politique d'austérité, elle peut avoir différents objectifs, dont principalement la réduction du déficit public. Ainsi, lorsque les recettes n'arrivent pas à couvrir les dépenses, dépassant le seuil tolérable d'un déficit budgétaire représentant 3% du PIB, comme le cas vécu par le Maroc en 2012, où on a enregistré un déficit budgétaire atteignant un pic de 7,2% du PIB, cela rend nécessaire des mesures d'assainissement. La politique restrictive peut également avoir comme objectif la lutte contre l'inflation. Dans ce cas, on parle de politique de stabilisation ou de politique anti-inflationniste. Mais ce problème ne se pose pas vraiment actuellement pour le Maroc, car le taux d'inflation reste maîtrisable. On a même enregistré un taux d'inflation de 0,2% en 2019. Pratiquement, comment on peut agir pour stimuler l'activité économique via le budget de l'État? Eh bien, tout simplement en réduisant les recettes et en augmentant les dépenses. Le but étant d'agir sur la demande globale en faisant jouer l'effet multiplicateur et l'effet accélérateur. J'explique. Lorsque la situation économique est défavorable, il s'ensuit un fléchissement, c'est-à-dire une baisse de la consommation et de l'investissement, et donc une baisse de la production et une hausse du chômage. La baisse des revenus qui en résulte peut piéger le pays dans un cercle vicieux. Moins il y a de revenus, moins il y a de consommation, ce qui va avoir un impact négatif sur la production et la création d'emplois, et ainsi de suite. L'État doit intervenir pour renverser la situation. Il va ainsi augmenter ses dépenses d'investissement au prix même d'un déficit public, dont l'objectif de stimuler l'investissement privé, de relancer l'emploi, direct et indirect, et partant la consommation et la production. Si l'État lance un appel d'offres par exemple pour construire une école, c'est pour qu'une entreprise privée s'en occupe. En respectant un cahier de charges, cela stimulera l'activité de cette entreprise et peut-être même chez ses fournisseurs, car pour construire une école, plusieurs entreprises s'en mêleront. L'entreprise qui va fournir le ciment, la carrière qui va fournir le sable, celle qui va fournir les briques, le câblage, les tuyaux, les fenêtres, les portes, la peinture, ainsi de suite. Ça va même stimuler la production du snack du coin chez qui les ouvriers viendront manger. Toujours du côté des dépenses, toute augmentation des salaires des fonctionnaires ou toute augmentation de la masse salariale stimulera la consommation et partant la production et l'emploi. L'augmentation ou la création également des revenus de transfert, par exemple l'indemnité pour perte d'emploi, va maintenir un certain niveau de consommation pour les personnes concernées.
Du côté des recettes, l'État, en baissant les impôts par exemple, l'IR ou la TVA, stimulera la consommation des ménages et partant la production, avec son impact positif sur la création d'emplois. La baisse des impôts infligés aux entreprises, par exemple l'IS, impliquera une éventuelle hausse de leur capacité d'autofinancement et stimulera l'investissement et partant la production et l'emploi. L'État accepte de baisser ses recettes, car par la suite, avec la reprise de l'activité économique, cela générerait une hausse de perception des recettes fiscales qui va partiellement compenser celle des dépenses publiques. Passons maintenant aux instruments de la politique restrictive. Comme on l'a dit précédemment, la politique restrictive ou de rigueur peut être appliquée lorsqu'il existe soit une surchauffe de l'économie, la demande est tellement élevée par rapport à l'offre que les prix commencent à grimper, ce qui cause de l'inflation. Ou bien lorsque le déficit budgétaire est énorme et la dette du trésor est insoutenable, que ça contraint le pays à serrer la ceinture. Les dépenses de l'État doivent diminuer, soit pour contrecarrer le déficit budgétaire, soit pour diminuer la demande effective afin de stabiliser les prix. Ce sont généralement les dépenses sociales et d'investissement qui sont les plus touchées par les coupes budgétaires. Au niveau des recettes, l'État augmente ses recettes via l'augmentation des impôts, avec la création de nouvelles taxes, l'élimination de certaines exonérations, l'augmentation des bases d'imposition ou des taux appliqués, et ceci toujours soit pour décourager la demande, soit pour remplir ses caisses pour diminuer l'écart entre recettes et dépenses. Malheureusement, les politiques économiques s'apparentent à un remède qu'on administre à un malade. Ça peut guérir une maladie, mais causer des effets indésirables plus ou moins graves selon la fragilité de la personne. Du côté de la politique de relance, elle peut avoir 4 principales limites: l'inflation, l'effet boule de neige, l'effet d'éviction et la contrainte extérieure. En ce qui concerne l'inflation, eh bien tout simplement, si on arrive à augmenter la demande et que l'offre ne suit pas le même rythme, cela risque d'engendrer une hausse généralisée et continue des prix. D'un autre côté, si on doit importer des biens pour répondre à la demande et que notre monnaie connaît une certaine dépréciation par rapport aux principales devises des pays partenaires, le coût des produits importés augmente. On parle ainsi d'inflation importée. Venons maintenant à l'effet d'éviction. Pour faire simple, sur le marché monétaire, il existe une quantité déterminée de liquidités. Si une grande partie de ces liquidités sert à financer l'État, qui emprunte au prix du marché intérieur pour financer son déficit, eh bien, les ressources disponibles pour financer le secteur privé se raréfieront et leurs prix, c'est-à-dire les taux d'intérêt, augmenteront, ce qui risque d'entraver ou de décourager les investissements privés. Donc, le recours de l'État à l'emprunt intérieur détourne les capitaux sur le marché au profit du secteur public au détriment du secteur privé. Passons maintenant à l'effet boule de neige. Cet effet concerne l'importance de la dette publique et ses conséquences. Rappelons tout d'abord que pour financer ces dépenses lorsque celles-ci dépassent les recettes, l'État est contraint d'emprunter. Ainsi, plus la dette est importante, plus ça va impliquer le versement d'intérêts considérables aux créanciers. Le poids des intérêts va alourdir les dépenses de l'État, ce qui va aggraver le déficit et impliquera la nécessité de contracter un nouvel emprunt et ainsi de suite. Sachant qu'il y a des agences qui notent normalement la dette publique. Parmi elles, il y a Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings, et que plus la note accordée est élevée, plus le taux d'intérêt est faible. L'émetteur est considéré comme peu risqué. Mais lorsque la note est mauvaise, les taux d'intérêt à payer deviennent un peu élevés. Il faut noter que la dette en tant que telle n'est pas vraiment un problème. Tous les pays, même ceux dont le taux de croissance économique est le plus élevé, empruntent. Le problème se pose pour les pays dont l'emprunt n'arrive pas à créer assez de croissance économique pour générer des entrées fiscales pouvant compenser les dépenses de l'État. Passons maintenant à la contrainte extérieure. Dans un contexte d'ouverture des économies et de l'interdépendance croissante de ces dernières, toute augmentation des dépenses publiques peut ne pas être totalement profitable aux producteurs nationaux.
mais plutôt profiter aux producteurs étrangers, et ceci si le tissu productif national n'arrive pas à répondre à la demande publique. Par exemple, pour la réalisation du tram de Casablanca, ce sont des entreprises principalement françaises et turques qui en ont profité. Par exemple, les véhicules ont été fabriqués par Alstom en France. La fabrication des rails, elle a été faite par l'entreprise turque Yapı Merkezi. Du côté des limites d'une politique d'austérité, ça peut tout d'abord avoir un impact négatif sur l'activité économique suite au découragement de la demande globale du fait de l'augmentation de l'imposition et de la baisse de l'investissement public. Si on se concentre sur les impôts, leur augmentation risque d'encourager la fraude fiscale, surtout dans le cas d'impôts non retenus à la source ou d'impôts déclaratifs. Cela risque même d'encourager le développement du secteur informel. La diminution des dépenses sociales, d'un autre côté, par exemple la santé ou l'éducation, risque d'augmenter les inégalités sociales en limitant l'accès des couches défavorisées à certains services et de diminuer le bien-être de la population et partant influencer le niveau de développement du pays.